Dans sa parution 3093 d'octobre 2020, l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique a publié un entretien que le journal a accordé au chef de l'État béninois, Patrice Talon. Plusieurs sujets y ont été abordés, dont la question du parrainage en lien avec la présidentielle de 2021, l'indépendance de la Cour constitutionnelle, les relations entre Patrice Talon et ses prédécesseurs Nicéphore Soglo et Boni Yayi, et bien évidemment sa candidature ou non pour la conquête d'un éventuel second mandat. Pour analyser cette sortie médiatique du président Patrice Talon, reporter Bénémonde reçoit Rachidi Ojo, journaliste, spécialiste des questions politiques. Rachidi Ojo, bonjour. Bonjour, Bissoyo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Rachidi Ojo, que pensez-vous de cette interview de Patrice Talon et qu'est-ce qui, selon vous, justifie le timing de cette sortie médiatique? Je pense que cette interview est un bon résumé du portrait politique de M. Patrice Talon. Je pense aussi que le contenu de cet entretien est la manifestation de la cohérence établie entre les différents discours que tient M. Patrice Talon dans différentes dimensions sous lesquelles il intervient souvent. Donc la dimension du président de la République, chef de l'État, l'homme d'État, la dimension de l'acteur politique et la dimension de simple citoyen. J'insiste sur la cohérence parce que pour moi qui suis habitué à l'exercice d'analyse des discours politiques des dirigeants dans le monde, ce que l'on constate très souvent chez les dirigeants africains, c'est que c'est le contraste ou le manque de cohérence entre les propos qui sont tenus par les dirigeants dans le cadre de ces fonctions institutionnelles, la position politique qu'il exprime en tant qu'acteur politique et l'écart aussi que l'on peut observer entre cette position et l'opinion qu'il émet en tant que simple citoyen. Et puis, pour l'interview dont on est en train de parler, vous allez constater que M. Patrice Talon a abordé certaines préoccupations en tant que président de la République. Il a évoqué d'autres sujets en tant qu'acteur politique. Et bien évidemment, il s'est aussi prononcé sur certaines questions en tant que simple citoyen. Du début jusqu'à la fin de l'interview, vous allez remarquer une constance de la logique du raisonnement politique. C'est en ça que je trouve que c'est un bon portrait, c'est un bon résumé du portrait politique du personnage. Ensuite, vous demandez qu'est-ce qui peut justifier que ça soit maintenant que cette interview soit réalisée. Alors, il y a quelque chose qu'il faut faire remarquer. Depuis 2016, M. Patrice Talon a essayé d'engager ce que moi je considère comme étant la restauration de la valeur de la parole présidentielle. D'autres vous parleront de la restauration de la sacralité de la parole présidentielle. Un président de la République, il ne parle pas n'importe comment. Il parle quand on a envie de l'entendre. Et il ne parle pas pour parler. Et je peux comprendre que pour lui, qui est un réformateur, et qui reste quand même sollicité pratiquement tous les jours par les médias, aussi bien nationaux qu'internationaux. Si c'est maintenant qu'il s'est décidé pour accorder une interview, c'est justement parce qu'il y a des préoccupations sur lesquelles ses compatriotes veulent entendre, que ce soit ses compatriotes de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est parce qu'il s'est dit, je parle maintenant, ça vaut la peine. Et d'ailleurs, pour illustrer cette opportunité de la prise de parole qui caractérise donc cette sortie, il faut tout simplement voir l'écho que cette interview a eu dans l'opinion. Allez consulter les statistiques, ce sont des centaines de milliers de lectures qui ont été enregistrées par rapport donc à cette interview, et la qualité des auteurs des premières réactions enregistrées montrent très bien que Patrice Talon a parlé quand il faut parler. Je pense que c'est plutôt une bonne chose
que lorsque vous intervenez, les gens vous prêtent attention, parce que par le passé, on a quand même vu d'autres expériences, hein, dans un passé pas trop lointain, la parole présidentielle était dévalorisée, était dévoyée, au point où parfois le chef de l'État, il parle, mais personne ne l'écoute. Parce qu'il a l'habitude de parler. C'est vous qui le dites. Mais là, il a parlé et je pense qu'il a attiré l'attention. Ce que je dis, c'est des faits qu'on peut consulter dans l'histoire politique récente de notre pays. Et à partir de cet instant, la réponse est toute trouvée en ce qui concerne le timing. Rachidi Ojo, comment expliquez-vous alors le fait que la position exprimée par le chef de l'État sur la question du parrainage soit la même qui se dégage des modalités de mise en œuvre du parrainage rendu public par la CEDA? Alors j'ai une seule réponse à votre question. Laquelle? Cette explication, c'est la logique républicaine. Vous savez très bien que j'ai, dans une autre analyse, dans cette même émission, j'ai eu à partager avec les téléspectateurs un extrait d'une déclaration de 2017 de l'Association des maires de France en ce qui concerne le parrainage, qui dit que le parrainage est un acte républicain, il n'est pas un soutien politique. Et lorsqu'on reste dans la logique républicaine du parrainage, que l'on s'appelle Patrice Talon, que l'on soit responsable de la Sénat, qu'on soit Pessognon ou Rachidi Ojo, il devrait y avoir convergence de perception lorsque ceux qui interviennent restent dans la logique républicaine. Et qu'est-ce que Patrice Talon a dit à propos? Qu'il pense que le parrainage n'est pas, en résumé, un obstacle pour la compétition politique par rapport à ce scrutin présidentiel, que, je cite, les maires et les députés joueront leur rôle pour parrainer les candidats de leur choix, lesquels ne relèveront pas tous de la majorité. On peut ne pas avoir 35 ou 40 candidats comme autrefois, mais il y en aura plusieurs et la compétition entre eux sera rude. C'est ça la perception, c'est ça la logique républicaine. Si cette compétition, oui. C'est ça la logique républicaine du parrainage. Alors, et vous avez vu à l'occasion de la dernière séance que les responsables de la Sénat ont tenue avec les responsables des partis politiques, ce qui a été dit par rapport aux modalités retenues pour mettre en œuvre le parrainage. Ces modalités également reposent sur la logique républicaine du parrainage lorsqu'on dit que le parrainage il est individuel et c'est sous anonymat. Et c'est exactement ce que le parrainage est. Maintenant, à l'opposé de cette logique républicaine, il y a une autre logique qui est partisane, qui n'est pas un péché. Parce qu'on ne peut pas demander à un acteur politique, à un responsable de parti politique, de toujours rester dans la logique républicaine lorsqu'on veut exprimer une opinion par rapport au parrainage. Donc, ce qui explique cette similitude ou cette convergence de perception entre ce que le président Patrice Talon a dit par rapport au parrainage et ce que la Sénat est en train de faire, c'est la logique républicaine du parrainage. Et le parrainage a été conçu pour être ça, pour être un acte républicain et non un soutien politique. Si le parrainage est un acte républicain et que la compétition est aussi assumée, comme on le dit, pourquoi le rendre anonyme ? Justement parce que ici comme ailleurs, il y a peut-être à craindre des pressions qui peuvent être évidentes sur le parrainage. Et ceux qui sont en train d'expérimenter le parrainage avant nous sont déjà confrontés à ces difficultés auxquelles ils essaient d'apporter des réponses. Comment faire en sorte que l'élu qui a la qualité du parrain puisse être soustrait d'actes de pression qui sont d'une certaine évidence. Donc, à partir de cet instant, on devrait même plutôt se réjouir de ce que le parrainage puisse être accordé sous anonymat. C'est ça qui protège le parrain. C'est le parrain face à sa conscience républicaine, c'est le parrain face à sa responsabilité politique qui décide d'accorder son parrainage au candidat de son choix, qui peut ne pas être son choix dans les urnes. Et ça également, j'ai eu à le dire, parce que le parrainage a été conçu comme un mécanisme de promotion de la compétition démocratique, un mécanisme de promotion de la compétition électorale, sans pour autant que le parrain soit lié par quelque soutien politique, que ce soit vis-à-vis
de la personne, de la personnalité du candidat qui a bénéficié de son parrainage. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est normal. Rachid Ojo, en tant qu'analyste, en tant que spécialiste des questions politiques, sur la question de la mise en œuvre même du parrainage, selon vous, quelle devrait être la posture de l'opposition? Est-ce qu'il lui faut entrer dans le jeu, donc mordre à l'hameçon, au risque d'être pris au piège, ou prendre le risque de crier à l'exclusion encore une fois? Alors, d'abord, quand vous parlez d'opposition, je voudrais que vous et moi puissions très bien nous entendre. Je veux m'assurer que nous avons la même compréhension de l'opposition. Aujourd'hui, au regard de la légalité, il y a un seul parti qui incarne l'opposition de façon formelle face au régime du président Patrice Talon. Ce parti s'appelle Force Corrupte Rwandais Émergente, FCBE. Chacun est libre de ses perceptions, de ses commentaires, de ses analyses sur les différents épisodes qui ont marqué le parcours et l'histoire récente de ce parti politique. Alors, vous avez suivi les dernières interventions des responsables de ce parti politique par rapport au parrainage. Ils sont également dans la logique républicaine du parrainage. Ça, je l'avais dit tantôt, parce qu'il leur est loisible d'aller vers le parrain, de discuter avec le parrain et d'avoir le parrainage des parrains, sans que ces parrains, une fois encore, soient tenus de soutenir le candidat ou les candidats de ce parti politique au scrutin présidentiel. Ça, c'est pour ce qui est de l'opposition formelle. Alors, il y a une autre opposition. Informelle, selon vous? Vous faites bien de l'appeler informelle. Une autre opposition qui se fait entendre, qui est connue sous le nom de la résistance nationale. Alors, lorsque j'analyse personnellement les derniers discours de ceux qui parlent au nom de cette résistance nationale... Tous les partis politiques d'opposition n'appartiennent pas à la résistance nationale. Ah, je ne pense pas que ces partis politiques aient la même compréhension que vous, parce que la résistance nationale est présentée comme une plateforme de partis politiques d'opposition, mais qui a son agenda, qui peut être différent de l'agenda des partis politiques. C'est pour ça que le fonctionnement de la résistance nationale, si je m'en tiens aux explications que je suis très souvent de M. Candidat Zanaï, qui parle au nom de la résistance nationale, donc le fonctionnement de la résistance nationale est différent du fonctionnement des partis politiques qui participent donc à la composition de cette résistance nationale. Je préfère qu'on fasse la part des choses. La résistance a un agenda qui n'est pas l'électoral. La résistance a un agenda qui n'est pas caché, mais qui n'a rien à voir avec la présidentielle de 2021. En tout cas, qui n'est pas un agenda électoral. Et donc, je ne peux pas me prononcer outre mesure sur un agenda dont le contenu est connu, mais dont les motivations peuvent être parfois floues, dont toutes les intentions derrière peuvent ne pas être connues. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes dans un pays où l'autorité de l'État s'affirme de la manière la plus ferme et la plus démocratique depuis quelques années. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un pays où l'État il est fort démocratiquement, les institutions sont fortes. Moi, je pense qu'il faut toujours compter sur cette force de l'État, sur cette force des institutions démocratiques, puisque la faiblesse des institutions démocratiques et l'affaiblissement de l'État, c'est ça qui conduit à la faillite de la démocratie. Et quelle que soit la cause que l'on défend, quel que soit ce que l'on conteste, quel que soit ce avec quoi l'on n'est pas d'accord, il faut absolument préserver l'ordre constitutionnel et l'ordre démocratique. Je préfère qu'on fasse la part des choses et qu'on parle de la résistance nationale, mais qu'on parle également des autres partis d'opposition résistants, toujours dans l'informel, selon vous. Alors, pour parler d'autres partis politiques, je prends le Mouvement populaire de libération. Oui. Vous avez également suivi les responsables de ce parti politique. Qui, eux, pensent qu'il faut aller... il faut jouer le jeu. Ah, bien sûr, oui. Parce que, vous avez vu, il y a eu une sortie du premier responsable de ce parti politique, M. Sabissira Korogoné, chez une chaîne de la place, qui a quand même marqué les esprits, parce qu'il a dit que le téléchargement de parrainage est à 95%. Candidat du son MPL parti politique est déjà à 95%. C'est un parti qui est de l'opposition,
tout ce que nous savons aujourd'hui, le parti qui a déjà reçu son récépissé en tant que parti reconnu comme étant de l'opposition, qui a rempli les formalités prévues dans la loi portant statut de l'opposition sur le parti FCBE. J'espère que les autres partis qui se réclament aussi de l'opposition pourront faire autant. Et donc, c'est pour ça que j'ai estimé, sans marginaliser ce parti politique, que lorsqu'on parle de l'opposition, il vaut mieux parler de l'opposition qui est formelle. Se prononçant sur le sujet relatif à l'indépendance de la Cour constitutionnelle, le président Patrice Talon a parlé d'une réforme constitutionnelle qu'il avait initiée en 2017 pour renforcer l'indépendance de cette juridiction. En quoi son initiative, qui a échoué, on le rappelle, aujourd'hui devrait permettre une plus grande indépendance de la Cour constitutionnelle? Rachid Ojo. Ah oui, bien sûr que cette initiative devrait peut-être permettre d'avoir l'un des juges constitutionnels les plus indépendants du monde. Parce que de quoi est-ce qu'on parle quand il se prononce sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et qu'il parle d'indépendance de la Cour constitutionnelle en faisant allusion bien évidemment à l'initiative de réforme de la Constitution de 2017, laquelle a échoué, c'est justement parce qu'aujourd'hui, toutes les critiques qui sont formulées à l'encontre de la Cour constitutionnelle mettent l'accent sur le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Et nous le savons tous que c'est 7 membres désignés par le président de la République et 4 membres désignés par le bureau de l'Assemblée nationale. Patrice Talon a toujours voulu qu'il n'en soit pas ainsi. Et ça n'a même pas commencé en 2017 parce que c'est parti de 2015 quand, dans une intervention télévisée, il avait déjà présenté le diagnostic du fonctionnement des institutions de la République, quand il a montré qu'il y avait un déséquilibre entre les pouvoirs des différentes institutions de la République et que certaines institutions influençaient le fonctionnement d'autres institutions. Et il pensait déjà que c'était urgent de réduire la présence de l'institution président de la République dans le fonctionnement et la composition d'un certain nombre d'institutions comme la Cour constitutionnelle, comme la Cour suprême, donc à travers le Conseil supérieur de la magistrature ou encore la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mais dans le projet qui a été cité dans cette interview, le projet de modification de la Constitution qui n'a pas été, dont la prise en considération a été rejetée le 4 avril 2017, qu'est-ce qui avait été proposé pour corriger ça? Il avait été proposé que pour la composition de la Cour constitutionnelle, qu'il y ait donc au sein de cette juridiction un représentant des professeurs titulaires de droit public, donc élu par les professeurs titulaires de droit public, un représentant des professeurs titulaires des droits privés, élu par les professeurs titulaires des droits privés, un représentant des magistrats élu par le Code de la magistrature, un représentant des avocats élu par le barreau, un représentant des anciens présidents de l'Assemblée nationale, un représentant pour le président de la République, contre 3 aujourd'hui, et un représentant pour le bureau de l'Assemblée nationale, contre 4 aujourd'hui. Quand on a pu faire une proposition aussi osée pour renforcer, pour promouvoir, pour protéger l'indépendance de la Cour constitutionnelle, et que certains acteurs politiques, pour des raisons politiques, pour des raisons qui leur sont propres, ont décidé de travailler à l'échec d'une telle réforme, ce n'est pas aujourd'hui à Patrice Talon qu'il faut opposer le fait qu'à la tête de la Cour constitutionnelle, l'on ait comme président quelqu'un qui a été son ministre de la Justice. Parce que, attaché à l'indépendance des institutions à vocation juridictionnelle, il avait fait des propositions que la classe politique n'a pas acceptées, que les acteurs politiques n'ont pas acceptées, et je pense que c'est normal qu'il n'a pas à avoir l'obsession de faire passer absolument certaines réformes. Donc sur cette question, lorsqu'il rappelle ce projet, c'est de plein droit, parce que ce projet de modification de la Constitution devrait permettre d'apporter une réponse pragmatique à la question de l'indépendance de la Cour constitutionnelle. Alors, Rachid Ojo, pourquoi Patrice Talon, par le biais de cet entretien, a voulu faire une mise en garde, on va dire, à peine voilée,
au président Nicéphore Soglo et Boni Yayi, et en même temps, toujours par le biais de cet entretien, a tendu la main à son ancien collaborateur et en même temps voulu le compromettre, on va dire, Candide Azanahi. Non, je pense que vous êtes libre de votre lecture, un peu comme je suis libre de mon analyse, un peu comme les milliers de téléspectateurs qui suivront cette analyse seront libres de leurs commentaires et de leurs réactions. Je pense qu'il n'y a eu ni mise en garde directe, ouverte, ni mise en garde voilée, encore moins une menace. Comme le disent certains acteurs publics et politiques, on peut le dire. Qu'est-ce que Patrice Talon a dit parlant de ses relations avec ses prédécesseurs? Je cite, « Je crois qu'on devrait s'attendre que ces deux personnalités publiques devraient profiter de leur statut de quasi-intouchable pour être des recours en matière de conseil, de sagesse, d'arbitrage et d'expérience. Mais lorsqu'à l'instar de M. Boni Yayi, l'on se comporte comme un compétiteur, alors qu'on n'est plus dans la compétition, ou lorsque, tel le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo, l'on en arrive à insulter publiquement le chef de l'État en exercice de son pays, il y a de quoi s'inquiéter. Et il dit, je souhaite que l'un et l'autre retrouvent leur rang, qu'ils se ressaisissent pour l'intérêt supérieur du pays qu'ils ont eu l'honneur de diriger chacun. Alors, Pissounion, oui. Il n'y a aucun mot dans tout ce que je viens de restituer comme étant citation qui frise de la mise en garde ou de menace. C'est quoi une mise en garde? De façon basique, c'est l'action d'avertir ou de prévenir quelqu'un de quelque chose. Est-ce qu'il y a eu d'avertissement dans ce qui a été dit dans ce passage de l'interview? Ensuite, la menace se définit de façon simple comme une manifestation d'une intention hostile ou d'un projet de nuire. Je pense qu'il n'en est nullement question dans ce passage. Ensuite, depuis quand l'expression d'un souhait peut être assimilée à une mise en garde? Quand vous dites « je souhaite », ni ici ni ailleurs, l'expression d'un souhait, d'un désir n'a jamais été une mise en garde. Et quand on prend le verbe « je souhaite se ressaisir », qu'il souhaite qu'il se ressaisisse, mais bien, le ressaisissement personnel, c'est un phénomène psychologique dont chacun d'entre nous, à une étape de sa vie, peut avoir besoin. Les psychologues pourront vous en dire davantage par rapport à ça. Appeler quelqu'un au ressaisissement personnel, dans ce qu'on appelle encore la reprise de soi, cela n'a jamais été une menace ou une mise en garde. Parce que quoi? La principale manifestation de ressaisissement en tant que phénomène psychologique, c'est la volonté individuelle. Et il est clair aujourd'hui que si le patriarche, comme Patrice Talon l'a désigné, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, vice-président du Forum des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, en dépit de ses frustrations, de ses ressentiments, de son désaccord, du différend personnel ou politique qu'il peut avoir avec Patrice Talon, décide aujourd'hui de ne plus l'insulter dans ses discours. C'est terminé. C'est ça le ressaisissement. Si M. Boni Yayi décide d'en faire autant par rapport à ce qui a été dit dans ce passage de l'interview, je pense que c'est terminé. Donc, il y a mieux à faire ressortir, même quand on veut critiquer dans cette interview, que de chercher des menaces ou des mises en garde dans une interview qui n'en contient point. Et que dites-vous alors de Candide Azanahi, à qui le président a tendu la main? Alors déjà, Candide Azanahi, à qui on reproche de ne pas être correctement de l'opposition. Oui. Pour comprendre les phénomènes politiques au Bénin, il faut être d'une certaine intelligence, à la fois politique et sociale. Les phénomènes politiques sous nos cieux sont très complexes. Avec mon expérience, avec ce que je sais, je ne pense pas
que même les acteurs politiques qui peuvent se permettre d'interpréter, comme vous êtes en train de le faire, comme ils l'entendent, ce passage consacré à Kandida Zanaï, puissent savoir réellement de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que je peux vous dire qu'effectivement, Kandida Zanaï et Patrice Talon sont des amis. Et Patrice Talon revendique toujours cette amitié avec Kandida Zanaï. Maintenant, est-ce que c'est une manière de le compromettre? Vous voyez Kandida Zanaï comme quelqu'un qu'on peut compromettre? Parce que il y a eu quand même la dernière fois un discours de près de 30 minutes que Reporter Bien Monde a diffusé. Non, le fait que l'on soit en politique, le combat politique, les rivalités politiques ne devraient pas amener les acteurs politiques à délaisser parfois ce que l'être humain a de fondamental, l'amitié, la solidarité, la fraternité. Bon, moi je ne vois pas ça comme une tentative de compromettre ou une volonté de compromettre Kandida Zanaï, parce que Kandida Zanaï est un animal politique très averti et qui sait aussi que le tout ne suffit pas pour un président de la République de dire quelque chose pour que systématiquement ceux qui ne sont pas d'accord avec lui au sein de la résistance ou de l'opposition puissent penser qu'il n'est pas suffisamment de l'opposition ou qu'il est un partenaire, comme j'ai pu l'entendre de Patrice Talon au sein de l'opposition. Il faut aller questionner les discours de Kandida Zanaï et voir s'il peut faire l'objet, disons, d'une telle complicité, s'il peut être au cœur d'une telle complicité, tout en sachant qu'en politique, rien n'est impossible. Et voilà, nous sommes au terme de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Rachidi Ojo, vous êtes journaliste, spécialiste des questions politiques. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de m'avoir invité.